suis un des Congolais qui a pris le courage de travailler, de toucher la terre, de quitter les bureaux climatisés et de m'occuper d'une ferme agricole à Kundi, au Congo central, à Luozi. Donc je suis un passionné de l'agriculture et ma petite expérience, c'est celle qui me met au devant des jours pour pouvoir la partager. Nous sommes la ferme École Mikalo, nous travaillons en groupement d'ingénierie économique avec Sofico. Nous sommes deux entreprises qui avons signé un contrat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire pour travailler à la base agricole de Kundi. La base agricole de Kundi se situe à 350 km de la ville province de Kinshasa. Elle est à 250 km et 150 km à partir de Kipese et de 50 km à partir du chef-lieu de territoire, la ville, la cité ou la ville de Luozi. Donc nous sommes frontaliers pratiquement avec la République du Congo. La base agricole de Kundi est située dans la grande vallée de Mongoluala. C'est une deuxième vallée après la vallée de la Ruzizi. Cette vallée est de plus de 60 000 hectares. Et donc, le gouvernement, avec raison, avait implanté une base agricole en Kundi pour, en fait, gérer les potentiels agricoles qui se trouvent dans cette vallée-là, les bénéfices. C'est quoi l'approche? Je vais être assez moins académique, je vais l'expliquer comment ça se passe. Nous arrivons dans une zone où il y a des milliers de paysans qui depuis longtemps ont été abusés par des opérateurs qui nous ont précédés et donc qui n'ont plus confiance aux opérateurs qui viennent pour faire de l'argent avec eux. Je préfère le dire. Moi, je suis un opérateur économique, donc je viens gagner de l'argent avec les communautés. Je ne viens pas donner ou offrir des subventions pour la production. Non, non. Je viens produire avec elles pour qu'on gagne ensemble afin de relever le niveau communautaire. Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par faire une sensibilisation. On a fait un assessment, on a fait une évaluation pour voir quels sont les problèmes de production qui se posent au niveau de la vallée de Mongoluala, et plus particulièrement dans la zone de Kundi. Nous avons remarqué trois problèmes. Le premier problème, c'était les conflits fonciers. Les conflits fonciers empêchaient les autochtones et les allochtones, c'est comme ça qu'on les appelle, allochtones, de travailler ensemble. À Kundi, pour la gestion foncière, il y a ce qu'on appelle les ducs, ou les chefs des terres. Et ils ont comme ça 500 hectares, 1000 hectares, 5000 hectares, mais ils ne produisent que sur 5 hectares. Le reste est laissé en jachère. Quand nous sommes arrivés, nous avons sensibilisé, nous avons fait des réunions avec les chefs des terres pour qu'ils cèdent une portion de ces terres-là aux communautés qui vivent dans leur village. Et ça, c'était un premier succès que nous avons vu, parce que les chefs des terres ont officiellement cédé une partie de leurs terres aux communautés qui vivaient dans leur village. Les communautés qui avaient signé un contrat avec nous, un contrat de travail, en fait un protocole d'accord pour la production. Et nous devions produire dans les règles de l'art. Ça veut dire que nous apportions, nous faisions comme travail de la monnaie, exercer, parfois des semer, mais on laissait aux communautés
le travail d'entretien, de gardiennage et de récolte. Et nous avons signé avec eux un contrat de 30, de 40-60. Nous prenions 40% pour l'ensemble des services qu'on a amenés à ces communautés-là. Et ces communautés se partageaient les 40% de la production. Je me dis ici que si ils continuent à bien travailler, ils vont arriver à des rendements de 5 tonnes à l'hectare et 6 tonnes à l'hectare, c'est possible. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait des études de faisabilité des Kundi en 2016 en vue de l'implantation des parcs agro-industriels. On a fait des études à Kundi, on a fait à Rukumba, on a fait aussi à Mobaï-Bongo, nous sommes dans le nord Kubangi, pour ne pas citer Bukangalozo qu'on avait trouvé. Voilà, donc nous voulons, on a salué son intervention. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions lors du repas. En 2 mots, je suis là parce que l'agriculture est un secteur qui nous intéresse beaucoup. Et dans ma fondation, on a pour but de réduire les inégalités sociales en favorisant l'accès à l'éducation et à la scolarisation. Donc, pour ma part, j'ai un centre de formation qu'on est en train de mettre en place. Et dans le centre de formation, nous allons aussi former nos jeunes défavorisés de PASA à pouvoir avoir accès à quelques hectares, à apprendre de l'agriculture et à les permettre d'avoir une vie, on va dire, un futur meilleur et à pouvoir effectivement avancer, pas seulement dans la scolarisation standard, mais dans les formations qui peuvent les aider, entre autres l'agriculture et puis l'élevage. Donc voilà pourquoi je suis là, pour apprendre aussi à faire des échanges et trouver des personnes qui pourront nous accompagner et à faire des collaborations par rapport à ça dans la formation et l'apprentissage de l'agriculture. Merci. Je m'appelle Madame Kamanga Bibi. Bon, du coup, moi je suis plus dans notre société, c'est Falcon Énergie, on est dans le stockage et la vente des produits. Du coup, c'est vrai que c'est un projet très intéressant. On est en train d'envisager tout. Bon, excusez-moi, je suis un peu timide et tout, mais bon. Donc, en gros, c'est ça. On est Falcon Énergie et on envisage vraiment travailler dans ça. Excusez-moi. Mais cette madame, vous n'avez pas à vous excuser. Si vous êtes dans les stockages, c'est ce qui nous intéresse au plus haut point. Comme rôle et contribution, on signale ici la main-d'œuvre et la productivité, où on pourra assister à la participation active aux activités agricoles. Dans la production, on signale aussi l'élevage et la pêche dans le cadre de l'agro-pastoral. Nous avons aussi souligné l'adoption rapide de nouvelles technologies culturales et l'amélioration de la productivité agricole. Pour les cas des jeunes, on a signalé aussi comme rôle et contribution dans l'innovation et l'entrepreneuriat agricole, où nous voyons le développement des start-up agricoles avec l'agro-business, la transformation et différents services agricoles. L'introduction aussi du TIC dans l'agriculture avec des applications mobiles et des informations de marché. La promotion de l'agriculture intelligente face au climat. Parce que c'est un aspect qu'il faut aussi signaler. Dans l'emploi et la stabilité sociale, nous avons évoqué la création d'emplois en milieu rural, la réduction de l'exode rural et la contribution à la paix et à la cohésion sociale. Nous avons été dans l'obligation de souligner les contraintes majeures rencontrées par les femmes et les jeunes ruraux, avec l'accès limité à la terre,
difficulté d'accès au financement et au crédit agricole, faible accès aux intrants agricoles et qualité. Aussi l'insuffisance des formations techniques et entrepreneuriales. Faible mécanisation et pénibilité du travail. Et ensuite, la vulnérabilité face au changement climatique, avec des perturbations climatiques. C'est là même dans les milieux ruraux, agentes de violence, avec des révoltes des habitats qui sont révoltés contre ce qu'ils appellent entre guillemets les faiseurs de pluie. Au troisième niveau, nous avons signalé l'accès aux intrants et aux technologies. L'accès aux intrants avec des subventions, des semences améliorées et des engrais. Promotion de la mécanisation légère adaptée. Accès aux équipements de transformation post-récolte. On a aussi signalé l'organisation et la structuration. Parce qu'avant tout appui, il faut d'abord s'organiser. Investir dans les femmes et les jeunes ruraux revient à investir dans la sécurité alimentaire, l'emploi, la croissance économique, la stabilité sociale, car leur accompagnement par les mécanismes de soutien que nous avons suggérés est indispensable pour une agriculture durable et inclusive. Et dans tout ça, nous avons souligné la sécurisation des zones agricoles qui est d'importance capitale parce qu'il y a des régions qui produisent à grande quantité. Merci. N'argumentez pas quand vous donnez les résolutions parce qu'on sait que vous avez argumenté au niveau des groupes. Merci. Merci bien. Est-ce que nous pouvons applaudir les troisième groupes qui étaient venus comme les groupes dans la présentation? L'application des principales contraintes à la gouvernance agricole, à milieu éco, à en général, dans les RDC en particulier, à proposer des pistes de révolution. Il y a eu autant, mais nous avons quand même synthétisé l'essentiel des contraintes. Mais de tout ce que nous allons dire ici, ça demande un engagement politique fort. Une mobilisation des ressources, une planification inclusive et un accompagnement des militaires. Nous avons fait ça avec très responsable. Sans plus tarder, nous invitons à rencontrer et à passer devant pour lire les contraintes. Les 5 retenus, il y en a autant. La commission 1, la première commission sur l'identification, oui. Des contraintes sur la gouvernance agricole. Alors, une façon de paiement à la première contrainte, nous avons relevé la faiblesse institutionnelle et la corruption. Et parmi les solutions, nous avons retenu qu'il faut des réformes structurelles et création du guichet unique agricole. Alors, nous avons même pu recommander qu'on clarifie les cadres légaux et vulgariser les innovations existantes dans le secteur agricole. Nous passons directement à la deuxième contrainte. Nous avons relevé l'insécurité, conflits fonciers et dégradation des routes des dessertes agricoles. Et parmi les solutions, nous avons retenu que la sécurisation des zones agricoles, réhabilitation et entretien des routes. Et comme recommandation, il a été retenu qu'il y ait la promotion de la paix, ça veut dire pour promouvoir la paix, la promotion de la gouvernance participative, disponibiliser les moyens conséquents, les moyens financiers, bien entendu. La troisième contrainte, nous avons relevé la faiblesse d'institutions financières et comme solution, faciliter l'accès au crédit. Et la facilitation d'accès au crédit est comme recommandation
il y a la création du FONADA, bientôt là. La quatrième contrainte, et la cinquième pour terminer, il y a la perturbation climatique. Dans la perturbation climatique, nous avons tenu comme solution développer les systèmes d'irrigation à petite échelle et promouvoir l'agriculture écologique. Et comme recommandation, disponibiliser les semences améliorées pouvant résister à la sécheresse. Merci beaucoup. La commission 2 a relevé la faiblesse. Et la commission 1 qui a présenté la deuxième position. Oui, la commission 1 a présenté, entre autres contraintes, la faiblesse des institutions financières. Je n'ai pas bien compris. Pardon? Donc là, il ne faut pas parler des faiblesses des institutions financières, c'est absence en fait des institutions financières dans les secteurs agricoles. Parce que pour le moment, il n'y a pas de banque agricole. Je crois que c'est pourquoi vous avez créé cette... Mais je crois que pour ceux qui sont un peu informés, ils savent que dans Equity BCDC et dans d'autres banques, avec ces conditions-là ne sont pas favorables. Vous faites un regroupement, quand on va donner les résolutions à présenter sur l'excellence, monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ce sont des résolutions phares. En fait, même votre rapport doit être validé d'abord en plénière, donc on doit le faire, on doit arriver à ce niveau-là. Nous invitons la troisième, on va dire la deuxième, devenue troisième en présentation. Nous invitons donc son excellence monsieur le ministre en charge de l'agriculture de la province du Kasaï central et Frère Kassai. Exact. Bonjour tout le monde, nous sommes la commission 4. Notre tâche était d'élaborer le plan d'action et d'accompagnement des ETD dans l'amélioration de la gouvernance agricole en milieu rural en RDC. C'était une tâche très difficile, comme beaucoup le savent, pour élaborer un plan d'action. Généralement, il y a un grand travail qui doit d'abord être fait. Il y avait des préalables qui manquaient. Donc nous nous sommes dit, ce que nous allons faire, c'est un travail assez générique que nous allons vous présenter maintenant. Donc notre approche était que hier, nous nous sommes dit que chacun allait faire son départ à domicile. Et ce matin, nous nous sommes retrouvés et nous avons mis en commun ce que nous allons vous présenter maintenant. Rapporteur, veuillez nous présenter le travail. Merci. Le premier instrument qu'on a utilisé, c'est la loi organique numéro 016 portant organisation et gestion des ETD. Et le deuxième outil institutionnel qu'on a utilisé, c'est les plans directeurs d'industrialisation de notre pays. Il y a la politique nationale agricole et on a enfin utilisé le plan national des emplois verts pour intégrer la résilience climatique, inclusion des jeunes, des hommes et des femmes. Et les plans est circonscrit sur 6 axes majeurs, à savoir voilà, le premier axe de ces plans est intitulé gouvernance et renforcement institutionnel, avec comme objectif améliorer la structuration et la coordination des acteurs. Et le deuxième axe, c'est la structuration et autonomisation des producteurs, avec comme objectif consolider les organisations paysannes et promouvoir l'inclusion socio-économique. Le troisième axe, c'est l'accès aux services et ressources avec comme objectif
améliorer la productivité et la résilience des exploitations. Le quatrième axe, accès au marché et chaîne de valeur, avec comme objectif assurer de revenus décents et stables aux producteurs. Le cinquième axe, technologie et information, avec comme objectif utiliser la technologie appropriée pour une meilleure gouvernance et prise de décision. Et enfin, nous avons le suivi et évaluation. Et donc, ça, ce sont les axes qui déterminent le plan d'accompagnement, comme l'a dit Monsieur le Président. Et en ce qui concerne la coordination, comme vous le savez, les entités décentralisées, les responsabilités sont échelonnées. Et donc, pour chaque activité, chaque action, chaque composante, les responsabilités sont réparties d'une manière échelonnée, partant de nos chefs de secteur, les AT, jusqu'au niveau des gouverneurs de province. Et je pense que le président l'a dit, nous avons un document détaillé que nous allons déposer au secrétariat technique qui vous permettra de prendre connaissance de toutes ces propositions d'une manière détaillée, ainsi que la projection budgétaire que nous avions proposée. Et je précise que ce plan est suggéré pour à l'horizon 2050, avec des activités en court terme, moyen terme, ainsi qu'en long terme. Merci. Les innovations et les leçons apprises en matière d'agroécologie, d'agribusiness, de gestion durable des ressources naturelles et d'accès au marché. Ainsi, je vais devoir céder la parole au rapporteur qui va devoir vous restituer de grandes résolutions que nous avons pu tirer des échanges que nous avons eus pendant les travaux en commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ingénieur Baraka, pour m'avoir donné l'occasion de lire ce rapport. Nous avons 5 recommandations de la commission numéro 2. Les bonnes pratiques, les innovations, les leçons apprises en matière d'agroécologie, agrobusiness, de gestion durable des ressources naturelles et accès au marché sont partagées ici. Première recommandation, adoption et consolidation des pratiques d'agriculture durable, amélioration de la production, et entre parenthèses, mécanisation agricole, telle que fait actuellement par le ministère de l'Agriculture, via la mise à disposition des tracteurs, utilisation des intrants de qualité, semences hybrides de qualité, engrais et produits phytosanitaires, couplés à des techniques de production adéquates, vont permettre d'accroître les productions. Deuxième recommandation, promouvoir l'agrobusiness et la commercialisation des produits agricoles en valorisant l'approche d'agrégation des agriculteurs autour des acteurs garantissant la consommation, la commercialisation et leur production. La structuration des coopératives agricoles et protection des marchés agricoles sous contrat. Troisième recommandation, c'est l'amélioration de l'accès au financement, comme l'a si bien dit notre prédécesseur. Et le grand point, c'est dérisquer l'agriculture
via l'application de la mise en place du Fonds de développement de l'agriculture tel que prévu dans la loi agricole actuelle, bien en cours de révision pour permettre l'accès au crédit et à des conditions réduites de taux d'intérêt préférentiel. Quatrième recommandation, renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et résilience climatique via les pratiques de l'agroécologie, en associant les structures et institutions de recherche agronomiques dans le cadre du développement et la diffusion des innovations d'ici la 2030. Cinquième et dernière recommandation, accélérer la transition du secteur agricole vers l'innovation et la numérisation des opérations agricoles sur toute la chaîne des valeurs, de la production jusqu'au dernier consommateur, avançant par la transformation et la commercialisation. En conclusion, l'État doit investir dans les préalables, sécurité, route, électrification, eau et autres infrastructures de base, car sans ceci, pas de développement de l'agriculture productive. Je vous remercie. Et nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous présenter devant cette assemblée. Disons merci à vous. Effectivement, la Commission a reçu le mandat de travailler sur une synthèse de travail aussi. Je félicite le travail qui a été bien fait, la synthèse que nous avons donnée comme étude, la synthèse de la mise en œuvre de la réforme qui sort sur le sous-sol, qui était notre document de travail essentiel. Nous étions une commission constituée de 21 personnes. Nous sommes le président de cette commission, moi, l'ingénieur Isaac Soumoutoumbou, le président des organisations des gestions agronomes, et nous avons constitué notre bureau avec nos confrères Samson Mougoumba et puis Henri Petit. Et notamment, on a l'approche était quoi avec le travail que le président, notre estimé confrère, nous a donné la nuit. On a distribué à travers les groupes et tout le monde a travaillé la nuit, on nous a donné de propositions et ce matin nous sommes rassemblés pour discuter. Nous demandons encore qu'il y ait l'exécution de la mise en application effective des textes légaux relatifs à la fixation des superficies de culture pérennes à embraver dans les étés. Il y a aussi amélioration des conditions socio-professionnelles des agronomes avec une rémunération décente. Là, je crois que Nathan lui-même s'en occupe. Cinquième axe, le dernier, c'est dans parler du stockage et de la commercialisation. Ici, nous demandons à ce qu'il y ait installation des infrastructures de stockage et des chaînes de froid dans les bassins de production. Nous notons que le succès de cette stratégie nécessite la mise en place du cadastre agricole et des fonds nationaux de développement agricole que nous appelons en sigle FONADA. Je crois avoir terminé, je vous remercie. Mais je voudrais demander au gouvernement de vraiment de décentraliser ce genre d'activités au niveau local. C'est vrai du niveau national. Quand je vois la consommation, c'est que nous sommes en train de consommer ici, ça peut aussi nous aider parce que la restitution est difficile, même si nos ministres sont ici, mais pour faire la restitution, ils n'auront pas un budget pour aller restituer ça auprès des inspecteurs, auprès de toutes les personnes qui sont là-bas. C'est comme ça, je pense que dans les recommandations, que le gouvernement décentralise plus ce genre de réflexion au niveau local, au niveau des provinces et au niveau des territoires, et pourquoi pas même au niveau des secteurs ou groupements, pour avoir de bonnes informations sur la recommandation à donner auprès de notre gouvernement pour accompagner et que lui aussi nous accompagne avec nos propres besoins, au lieu de que ça soit toujours dans des grandes villes comme ça,
Et puis on est parfois dépaysé, quand on est en ville ici, on est dépaysé. Donc c'est mieux que de temps en temps de venir chez nous. Hein, donc organisons ces ateliers chez nous, c'est là où il y a la terre, c'est là où on peut voir aussi la pratique. On peut faire ça en pratique sous l'arbre, sous le toit. Je pense que ça sera aussi intéressant de centraliser ça. Merci. Différentes présentations, on n'a pas parlé des laboratoires des végétaux, des produits animaux, du sol et de l'eau. Pourquoi? Parce que je viens du Brésil, j'étais au Brésil, et le Brésil aujourd'hui c'est le 4e producteur agricole mondial. Et tous les fermiers que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont dit qu'on ne peut pas parler de l'agriculture, on ne peut pas initier un grand projet agricole sans avoir un laboratoire. Donc je pense que nous devons y réfléchir comment avoir, parce que souvent nous avons des difficultés que nous rencontrons. On lance des produits, on ne connaît pas la qualité du sol, on ne connaît pas la qualité de l'eau, puisque l'agriculture c'est l'irrigation. D'ailleurs on dit que le secret de l'agriculture c'est l'irrigation. Et on peut avoir même parfois des produits végétaux, mais il faut les analyser. Les produits animaux, il faut les analyser. Je ne sais pas si peut-être hier je n'étais pas là, si on a fait allusion à ça, voilà un peu ma petite préoccupation. Les STENAFIC, donc le Service national des fertilisants et intrants connexes, on les donne des laboratoires permettant de pouvoir effectuer les analyses du sol pour répondre, honorable député, pour répondre à la préoccupation qui était soulevée ici. Ils ont seulement parlé d'une technologie, mais sans donner les détails. Il s'agit de l'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente, c'est l'agriculture à des précisions, comme vous l'avez dit. On ne peut pas se permettre d'amender un sol sans savoir ce qu'il y a déjà dans le sol. Donc on commence par les analyses du sol, et quand le sol montre ses disponibilités, on compare ces disponibilités-là par rapport aux besoins de la plante, on vient ajouter les suppléments sous forme d'engrais. Il peut s'agir des engrais chimiques, des engrais organiques, et il n'y a pas que les NPK à ajouter, on peut même ajouter les micro-éléments. Donc on peut ajouter les fers, on peut ajouter le soufre, pour que nous puissions réellement répondre aux besoins de la culture. Et quand on répond aux besoins de la culture, on entre maintenant dans cette formule qu'on a donnée autrefois, le phénotype est égal au génotype, plus environnement, plus l'interaction génotype fois environnement. C'est de cette manière qu'on peut passer de 0,7 tonnes à l'hectare de maïs à Kundi à 2,5, à 5, même à 6, lorsque vous mettez la plante dans les meilleures conditions. Parce que le rôle de l'agronome, justement, c'est de mettre la plante dans de meilleures conditions, afin de défavoriser ces agresseurs qui, eux, doivent être mis dans de mauvaises conditions, afin que la plante vous donne ce qu'elle a de meilleur sur les bases de ce qu'elle a comme bagage génétique. C'est ce qu'on parle du génotype considéré. Et là, c'est pour corroborer ce qu'on dit souvent, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Nous devons donc bien protéger les cultures, bien les entretenir pour qu'elles puissent nous aider à augmenter les rendements. C'est de cette manière que notre agriculture sera compétitive. Parce que si nous produisons 800 kg par hectare de maïs et que les paysans zambiens produisent 2000 kg, déjà ils peuvent vendre mieux que nous. À ce moment-là qu'on a des problèmes de compétitivité de nos produits. Merci donc, honorable, pour cette contribution d'État. Mais moi, je me disais qu'à votre retour, vous allez nous dire que la loi sémencière va passer. Vous avez posé la question à votre homologue. Vous allez nous rassurer aussi que nous devons préparer, là je parle à l'intention des membres du cabinet, les documents nécessaires pour faire avancer les cadastres agricoles. Ça se trouve dans une des dispositions de la loi agricole, de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture de 2011. On voudrait vraiment arriver à cela. Ici aussi, on a parlé des FONADA. Le Fonds national de développement de l'agriculture, c'est contenu dans la loi. Si on peut arriver à faire avancer ça, il y avait même des propositions, par exemple, de surtaxer la cigarette qu'on importe, de surtaxer certains produits d'importation pour que cet argent soit utilisé pour financer ces fonds qui doivent revenir aux agriculteurs. Honorable, est-ce que vous avez un commentaire à faire et puis nous allons pratiquement le petit café. On a auditionné les vice-ministres de l'Intérieur, donc ça fait très bien, il y a des problèmes de sécurité au pays. Je suis de l'Est, je suis
intéressé, donc je n'ai pas pu être là. Mais j'ai posé la question à mon collègue, notre vice-premier président de l'Assemblée nationale, le collègue Isaac Chilumbaï. Il m'a dit que la loi, la proposition des lois, qui était déjà déposée chez nous au bureau, est déjà a quitté le niveau du bureau d'études et qu'à la session du mois de mars, nous allons l'examiner et même l'adopter. C'est la séance, la loi sémentielle. Alors j'ai commencé déjà aussi moi-même, en tant qu'enseignant, à préparer déjà la proposition des lois sur la mise en place d'un cadastre agricole, que ceux qui ont des contributions, elles sont les bienvenues et elles pourraient contribuer à renforcer ces dispositions légales. Expérience entre les organisations de la société civile, les experts, expertes, les acteurs, actrices politiques sur la problématique de la relance agricole et de la sécurité alimentaire en période de fragilité. L'objectif général assigné à ces colloques était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance agricole dans les milieux ruraux au sein des pays membres de l'ECOSOC en Afrique pendant la période de fragilité. Comme objectif spécifique, identifier les principales contraintes à la gouvernance du secteur agricole en milieu ruraux, en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier et proposer des pistes de solutions. Centrafrique, Congo-Brazza, Malaisie, Brésil, Philippines, Arabie Saoudite, Éthiopie, Maroc, Afrique du Sud. Troisième objectif, présenter les contributions des femmes et des jeunes des milieux ruraux œuvrant dans les secteurs agricoles et les mécanismes de soutien à leurs initiatives. Quatrième objectif, élaborer le plan d'action et d'accompagnement des ETD dans l'amélioration de la gouvernance agricole en milieux ruraux en République démocratique du Congo. Le cinquième objectif était ajouté tenant compte de la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui consiste en fait à la revanche du sol sur les sous-sols, vision soutenue au niveau du gouvernement par son Excellence Monsieur le Ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, honorable Mouindo Zangui, qui consiste à la révolution agricole agressive. Et cela est soutenu justement au niveau du cinquième objectif par la revanche du sol et du sous-sol. Après les mots d'accueil et les mots d'ouverture prononcés par Monsieur le Secrétaire général à l'agriculture et sécurité alimentaire, représentant personnel en ces premiers jours de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, les travaux ont commencé par le mot d'introduction présentant l'état des lieux du secteur agricole en République démocratique du Congo, puis suivi par 3 panels et des échanges enrichissants autour des thématiques développées. La deuxième journée a connu des travaux en panel. 3 autres panels ont été présentés par des spécialistes. On a noté la présence du coordinateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement et stabilisation. Et les participants ont été répartis en commission. Première résolution, il y a des problèmes d'accès limite aux terres agricoles. Et comme solution, il y a lieu de simplifier les procédures foncières. Et ici, l'Assemblée pense que la mise en place du cadastre agricole pourra résoudre cette question. Deuxième résolution, il s'est dégagé un faible accès aux finances et l'Assemblée propose de faciliter l'accès au crédit par la solution du colloque
portant sur les échanges d'expériences entre les organisations de la société civile, experts scientifiques et acteurs politiques sur la traçabilité de la relance agricole et la sécurité alimentaire en période de fragilité. Nous voici à la cérémonie de clôture qui va connaître le mot du coordinateur de l'OPDD. Cette fin de la fin sera accompagnée de manière symbolique par un cocktail dînatoire. Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, avec votre autorisation, puis-je demander à Monsieur le coordinateur de l'OPDD de prendre parole ici, parce que le bulletin qui est là est réservé à son Excellence pour prononcer son mot. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, honorables députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général à l'Agriculture, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de l'Agriculture, Messieurs les chefs de division provinciale, Mesdames et Messieurs représentants, partenaires techniques et financiers, Messieurs et Mesdames, au début de ces travaux et de ces colloques, nous nous sommes fixés comme objectif de contribuer à l'amélioration de la gouvernance agricole dans les milieux ruraux au sein des pays membres de l'ECOSOC de l'Union africaine et en Afrique, et en particulier en RDC, pendant la période de fragilité, mais aussi avoir un modèle agricole congolais répondant aux populations congolaises. Ces objectifs découlent du mandat que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a confié à l'ensemble des experts, membres de la société civile, entrepreneurs, décideurs politiques et en particulier décideurs politiques et participants au colloque dans le but de faire la revanche du sol sur le sous-sol, une réalité et surtout la révolution agressive agricole contenue dans le programme de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité alimentaire. Nous pouvons, Excellence, Monsieur le ministre d'État, affirmer avec satisfaction que ces objectifs ont été atteints. Par ailleurs, ces objectifs ne constituent pas une fin à soi, mais bien la base des processus déjà solidement envisagés. Ce processus permettra d'accompagner leur opérationnalisation, leur intégration dans les plans de développement national et leur mise en œuvre effective. Les résultats de ces travaux sont les fruits d'exposés enrichissants, d'échanges nourris et de débats qui ont tantôt mis les participants à l'aise lorsqu'ils se sont reconnus dans les faits présentés, tantôt suscité un certain malaise lorsqu'ils ont été confrontés à des perspectives nouvelles, différentes de celles auxquelles ils étaient habitués. Dans ces confrontations d'idées a jailli la lumière, une vision révélée de l'agriculture en RDC destinée à soutenir la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et à concrétiser la politique agricole que vous dirigez et à améliorer le bien-être de tous les Congolais grâce au retour et à une autosuffisance alimentaire. Excellence, Monsieur le ministre d'État, un nouveau postulat a été formulé au cours de ces assises. Ériger l'agriculture à pilier majeur de la politique étrangère et de développement de la République démocratique du Congo afin de nourrir le continent africain. L'approche ayant conduit
à ces postulats a suscité de vifs débats, mais la conclusion s'est imposée avec force et ne saurait être réfutée. La RDC, déjà reconnue comme un pays solution en matière environnementale, doit également assumer ses rôles dans la lutte contre la sécurité alimentaire, tant sur le continent qu'à l'échelle mondiale. Conquérir cette ambition revient à conférer à l'agriculture une dimension nouvelle, une importance comparable à celle des minéraux, ainsi qu'une implication gouvernementale qui dépasse le seul cadre des matières des ministères de l'agriculture, et cela exige de repasser la politique des infrastructures afin d'interconnecter les centres de production et de consommation et d'accompagner les acteurs tout au long des corridors agricoles et de la chaîne de valeur agroalimentaire. Une période particulière doit être accordée aux femmes et aux jeunes dans les potentiels à libérer dans le secteur agricole et indéniable et constitue une force motrice pour l'avenir. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ces réflexions trouvent un écho dans les principales recommandations issues de ces travaux et petits groupes, lesquels se sont concentrés sur des objectifs spécifiques. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude aux experts et aux scientifiques, membres de la société civile. Les riches contributions ont donné corps à ces recommandations. Nous remercions également les ministres dont l'appui et l'accompagnement ont été d'une importance capitale et attendons la concrétisation sur le plan financier. Leur intervention dans les communautés à travers l'Assemblée du pays des maires est essentielle pour compléter l'action de l'État congolais et répondre aux urgences qui, pour diverses raisons, ne bénéficient pas encore d'un appui étatique. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, nous espérons vivement que la mise en œuvre de la politique agricole permettra de répondre aux besoins des populations dans les régions stables de notre pays, mais aussi dans l'Est meurtri par la guerre. À l'unisson, les participants ont réitéré leurs vœux, voir la paix rétablie à l'Est, voir l'agression stoppée, afin que les agriculteurs retrouvent leurs champs et reprennent leur travail et continuent de nourrir la nation congolaise. Écrit s'élever, Excellence, écrit en faveur de la justice pour les agriculteurs victimes de la guerre. L'agriculteur doit être protégé à temps de guerre comme à temps de paix, car l'estomac, lui, ne cesse jamais de fonctionner. Il faut rendre justice à ceux qui ont perdu leur vie, leur terre, leurs moyens de subsistance. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les génies congolais réunis dans ce colloque se tiennent à votre entière disponibilité et il est prêt à accompagner la mise en œuvre de la politique agricole, à contribuer
à la formulation d'un modèle agricole congolais et a porté haut l'ambition de résoudre les défis de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo et en Afrique en particulier. Au nom de ces colloques, je vous dis et je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres commerciaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ECOSOC, de l'Union africaine, le chef de mission, Monsieur le chef de mission et les représentants diplomatiques en RDC, chers cadres et représentants des institutions nationales et provinciales, ainsi que les organes techniques, chers experts réunis, chers participants. C'est avec insatisfaction, fierté et sens de responsabilité que nous concluons ces colloques agricoles consacrés à la revanche du sol sur le sous-sol. Au nom des participants, nous saluons la confiance que vous avez placée en nos connaissances, notre expertise et notre expérience, et nous réitérons notre engagement ainsi que notre détermination à continuer de servir la nation congolaise. Les mandats que vous nous avez confiés, Excellences, Messieurs le ministre d'État, ainsi que les échanges nourris qui en ont découlé, nous ont permis d'élargir les horizons et de mieux saisir la pertinence de l'agriculture et sa dimension stratégique pour notre pays. Nous avons abordé l'agriculture sous des angles multiples et complémentaires. L'agriculture que nous entrevoyons désormais ne se limite plus à cultiver les champs et produire de la nourriture. Elle inclut la création de moyens de subsistance pour des millions de Congolais et le long de chaînes de valeur agroalimentaire. Il s'agit d'une agriculture sensible au climat, inclusive et sûre pour les femmes et les jeunes et essentielle pour le développement durable de notre pays. Excellences, Monsieur le ministre d'État, le potentiel est là. Nos terres arables, prêtes à nourrir les pays, l'Afrique et le monde, nos cours d'eau capables de déliguer de vastes étendues agricoles, nos ingénieurs agronomes dont le savoir scientifique est mobilisé pour une agriculture moderne, durable, et nos agriculteurs toujours engagés à produire ce qui nous nourrit. Des recommandations ont été formulées afin de transformer ces potentiels en richesse et de faire l'agriculture, sous votre impulsion, le véritable levier du développement. Cela, conformément à la vision de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et les orientations de son Excellence Madame la Première ministre. Nous restons à votre entière disposition pour matérialiser les recommandations et mettre en œuvre la politique agricole sous ensemble. Nous réitérons également notre vœu de ces efforts contribuer à la participation de l'Est de la République démocratique du Congo, où l'agriculture est devenue une action risquée à cause de la guerre et l'agression. Qu'il plaise, Excellence, de trouver dans les conclusions et recommandations de ces colloques l'expression de notre patriotisme, de notre détermination en faveur de la paix et de l'Est du pays, ainsi que de notre détermination
à contribuer pleinement au développement de la République démocratique du Congo. Au nom des participants, je vous remercie. Ma profonde gratitude pour votre présence, votre implication et la qualité exceptionnelle des échanges que nous avons eus. Durant ces travaux, une vérité s'imposait à nous tous. L'Afrique dispose des solutions. Les acteurs sont prêts. Et la volonté collective est bien réelle. Responsables collectifs, experts, organisation de la société civile, acteurs du terrain, chacun a apporté une contribution précieuse, ici de l'expérience, de la connaissance, de l'engagement. De ces échanges sont nées des recommandations claires, réalistes et orientées vers l'action. Je tiens ici à prendre un engagement fort et personnel. Ces recommandations ne resteront pas lettres mortes. À ma qualité de vice-président du Conseil économique de l'Union africaine, je veillerai personnellement à ce que les résultats de ces colloques soient intégrés dans le rapport final officiel de l'ECOSOC et transmis aux États membres de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, nous quittons Kinshasa avec conviction profonde. La sécurité alimentaire en Afrique est possible si nous passons des discours aux actions, si nous plaçons les petits agriculteurs, les jeunes et les femmes rurales au centre de nos et si nous transformons nos engagements en résultats concrets sur le terrain. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici, afin de m'adresser mes sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo pour son accueil chaleureux, son appui constant et son engagement en faveur de cette initiative. Mes remerciements vont également à l'ensemble des partenaires techniques, financiers, experts et acteurs de la société civile dont la mobilisation a fait le succès de ces colloques. Le clôture de ces colloques n'est pas une fin, c'est un point de départ. Le début d'une action collective, durable et solidaire pour rendre l'agriculture plus résiliente, pour des communautés rurales plus fortes, pour une Afrique libérée de la faim. Je vous remercie. Merci, M. Aruna. L'Afrique libérée de la faim, la RDC libérée de la faim pour clôturer ces colloques. Excellence. Alors, madame et messieurs de ECOSAC, merci d'être venus au Congo et de participer à ces colloques. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je salue particulièrement la province de Kassai, elle est là, le Congo central, le Kassai central, la province de Kassai oriental, et donc et toutes les autres provinces qui ont venu participer à ces colloques. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue en tout cas tous les membres de l'administration, membres de la société civile et les autres acteurs de l'agriculture qui ont accepté de participer à ces colloques et de participer des expériences qui ont été échangées dans le cadre de ces colloques. Je voudrais vous dire
avec l'ambition de développement du président de la République Antoine Félix Tshisekedi pour la revanche sur le sujet. Avec la stratégie de mise en œuvre qui a été adoptée par le gouvernement de la République dirigé par Mme Judith Suminwa. La révolution agricole agressive, elle est non seulement une nécessité, mais une obligation pour nous tous. Parce que nous vivons l'un des scandales honteux de la planète. Les pays avec des eaux douces et bassins hydrographiques les plus intenses du monde, avec plus ou moins une centaine de millions d'hectares sur lesquels on peut exercer l'agriculture, mais le pays qui a les records des personnes qui sont dans les besoins alimentaires les plus élevés. 24 millions de Congolais sont en situation de sécurité alimentaire, 3,9 millions de Congolais sont dans une situation critique de sécurité alimentaire et c'est-à-dire qu'à ce moment ici, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. C'est ça le paradoxe que nous sommes appelés à résoudre. Et donc amène la question de l'agriculture comme non seulement une question de business agricole, mais aussi une question vitale pour la République démocratique. C'est donc à cela que je vous remercie d'avoir réfléchi pendant ces quelques jours sur cette question et d'avoir formulé de fortes recommandations. J'étais au courant toujours de l'évaluation, de fortes recommandations pour nous orienter à pouvoir faire quelque chose pour régler ces paradoxes alimentaires en République démocratique du Congo. Mes chers frères, pour arriver à régler la question de la crise alimentaire que nous connaissons, pour arriver à faire de la République démocratique du Congo un pays autonome, un pays autosuffisant à l'agriculture, nous devons prendre des décisions courageuses. Et pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons été désignés pour conduire ce secteur aussi vital par les chefs de l'État, nous nous sommes dit qu'ils ne vont pas nous éparpiller. Nous allons rester concentrés sur 5 piliers majeurs qui nous permettent de remettre l'État au centre d'un accompagnement agricole réel. Et ces 5 piliers, je vais vous les énumérer à quelques minutes. Le premier, c'est le début du commencement. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de semences. Et ce que c'est dans le groupe qui aussi sont confrontés à des problèmes de semences à leur activité, ils savent que les semences que nous avons dans le pays, c'est des semences qui ne peuvent pas nous permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous avons la moyenne de production céréalière. Nous avons principalement le maïs, qui est notre denrée alimentaire principale. De 8 sacs de 5 kilos de maïs par hectare. Est-ce que ça va? 8 sacs de 5 kilos de maïs, ça veut dire combien de kilos? 800 kilos à l'hectare. Alors aujourd'hui, le monde a déjà développé des variétés pas plus loin que nous, qui vont jusqu'à 8 tonnes, 10 tonnes. Je parle bien du monde le plus mesquin des pays autour de nous, 4 tonnes à milieu paysan à l'hectare. Et donc, quand nous sommes encore en train de promouvoir des variétés qui ne nous permettent pas de pouvoir avoir un rendement à l'hectare, qui permettent à nos paysans de se retrouver en matière agricole, effectivement, on va avoir des problèmes. Nous sommes déjà à 8 900 000 hectares cultivés rien que pour les produits céréaliers, avec une production qui ne nous permet pas de pouvoir réaliser les résultats qui sont attendus. Vous vous imaginez, si nous quittons seulement les ratios de rendement de 0,8 tonnes à l'hectare et que nous arrivions à atteindre les rendements des pays comme le Burundi de 4 tonnes, nous allons régler notre déficit agricole sans être obligés de chercher une nouvelle terre. Permettre aux gens chacun à côté de sa maison. À côté de sa maison, chacun à côté de sa maison puisse avoir au moins 200, 300 ou 400 plantés de café, de cacao ou de palmiers
Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'accroître la production dans ce domaine-là. C'est l'argent directement qu'on va avoir, puisque c'est le produit que la RDC a destiné à l'exportation. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas y arriver si on ne résout pas 4 problèmes. Et ces 4 problèmes, je voudrais que tout ça, que tout le monde, tous les acteurs, partout où nous sommes, nous puissions nous y mettre. On ne va pas y arriver, premièrement, si on n'a pas résisté le système administratif d'accompagnement de l'agriculture. Si nos agronomes ne sont pas bien formés, si nos moniteurs agricoles ne sont pas bien formés, si nos moniteurs agricoles ne savent pas les changements climatiques, comment ils évoluent, quel est le nouveau calendrier qu'on peut proposer aux agriculteurs, s'ils ne sont pas déployés, si on a un personnel vieillissant au niveau du ministère de l'Agriculture, si les vieux qui ont eu d'anciennes expériences et qui ne sont pas encore transmises aux plus jeunes, si nous avons un système de formation au niveau de l'agriculture qui n'est pas pratique, qui est seulement théorique, nous ne saurons pas accompagner nos agriculteurs et arriver à régler les problèmes. C'est le premier préalable sur lequel nous tous, nous devons travailler. Le deuxième préalable, c'est le financement de ce système. Et au niveau du financement du système de l'agriculture, on ne doit pas continuer à financer l'agriculture par des fonds qui viennent tantôt, comme on le dit. C'est-à-dire que bon, vous devez courir derrière le ministre des Finances pour chercher un peu qu'on fasse passer quelque chose. On doit avoir un système de financement de ces programmes qui soit autonome, qui soit sûr. C'est pour cette raison, effectivement, que je suis d'accord avec vous que l'activation du FONADA est une priorité. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que c'est demain que les gens devant la commission de loi qui vont passer dans la conseil de ministre. Et avec un challenge très grand, j'ai dit au chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols signifie que pour l'État, comme c'est le sol qui travaille, les sous-sols doivent financer quoi? Les sols. Et donc, on doit avoir au niveau des fonds miniers une quantité importante qui finance les activités agricoles. Et les choses c'est que les GAPSA par exemple, ou les INERA, les CNACL, qui vont nous aider à subventionner l'agriculture, qui ne dépendent pas des ressources, qui ne soient pas des ressources claires ou des ressources sûres, qui puissent avoir des ressources à leur disposition pour faire ce travail. Le troisième préalable, c'est l'appropriation de ces programmes par la population. La vulgarisation. Si vous arrivez à des endroits, à ce pays, où les gens continuent à considérer l'agriculture comme une malédiction. C'est-à-dire que c'est le moins entier de la famille qui veut l'agriculture. Il n'a plus rien à faire, il veut quoi? Il veut l'agriculture. Alors que l'agriculture, c'est un business. L'agriculture, c'est un business. Les gens qui font l'agriculture, ils doivent être les plus nobles du village, n'est-ce pas? Mais comment on doit convaincre ces gens-là? Est-ce que ça va? On doit faire le travail de sensibilisation. Remettre les gens vers l'agriculture professionnelle, pas l'agriculture de bricolage. Remettre les gens sur les chemins de l'agriculture qui enrichit. Faire en sorte que les gens, lorsqu'ils vont dans le village, vous pouvez avoir un terrain, tout le monde est très vite motivé à vous vendre son terrain, parce que lui, il n'a rien à faire avec quoi? Avec l'agriculture. Il est vraiment capital que nous puissions le faire. Et nous devons le faire de manière la plus professionnelle. Et le quatrième point, c'est l'accès à la terre, le cadastre agricole, la protection de nos terres, la création des conditions pour qu'effectivement tout celui qui veut investir dans la terre, il puisse trouver les conditions favorables à l'investissement. Que le petit paysan qui a déjà planté ses 2000 plantiers de cacao avec les 2 hectares, qui ne se retrouve pas
du jour au lendemain, le chef coutumier vient me dire, bon, ici tu as mis le cacao, mais c'est pas chez toi. C'est ça que nous vivons, non? Et c'est pour cette raison-là, effectivement, que je suis d'accord avec vous que la question du cadastre agricole, c'est une question centrale pour la réforme de l'agriculture. Et donc, mesdames et messieurs, je suis pas venu faire un long discours, mais juste pour vous dire que la réflexion que vous avez menée va nous aider à pouvoir ajuster, à pouvoir régler, à pouvoir réorienter notre façon de voir les choses. Et j'espère que vous serez nos ambassadeurs auprès des communautés pour leur dire l'ère de l'agriculture a sonné. Les minerais s'épuiseront un jour, mais l'agriculture reste une source de revenus intarissable. Et donc c'est là que nous devons nous orienter. Nous avons la terre, nous avons l'intelligence, nous avons de l'eau. Qu'est-ce qui nous va la faire? Qu'est-ce qui nous reste à voir là? C'est la volonté de pouvoir transformer tout ça en richesse. Et donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est à cette heure que je vais déclarer la fin de ces colloques. Et je vous remercie pour votre temps. Sur le plan protocolaire, après les mots de clôture de son écran, puisque le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, je n'ai plus rien à dire, mais je vais me condamner. Là, je ne demande même pas sa permission. Je voudrais que nous puissions l'acclamer en étant debout. Debout pourquoi? Parce qu'elle n'était pas physiquement avec nous, mais on a eu le même esprit et nous avons dit le même discours. Ce que je voudrais apprécier, c'est qu'il n'a pas fait son discours avec un papier. Donc ce sont des choses pour lesquelles il est convaincu et il veut que cela se réalise. Donc quand nous sommes debout, nous croyons que tout ce qu'il a dit là, ça sera fait et on va assister au développement de l'agriculture et l'agriculture durable. Il l'a dit, nous passerons de 800 kg de maïs par hectare à au moins 4000 kg de maïs par hectare. Il a dit, l'effort minier peut soutenir l'agriculture. C'est à ce moment-là qu'on va assister à la croissance économique partagée. Quand les agriculteurs auront l'argent des miniers, tout le monde dira qu'il est riche et l'agriculture ne sera pas réservée aux gens qui manquent à faire. Nous l'avons dit hier, il a dit aujourd'hui, c'est un métier qu'on prend par option et l'agriculteur doit réellement vivre de ses revenus. Donc on acclame pour l'excellence de l'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Et pendant que nous sommes debout, nous exécutons l'hymne national des debout congolais. Parmi la fleur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Clairement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, l'homme béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que